Bien, bonjour à tous. Oui, on m'a demandé d'intervenir sur le sens du travail. Plutôt que sur le bonheur au travail, on y reviendra, les deux questions sont liées, mais le thème que je vais traiter, c'est d'abord le sens du travail. Je mettrai volontiers un sous-titre à cette intervention qui pourrait être « Philosophie du management ». Alors, je sais bien que tout le monde ici n'est pas manager. Il y a les geeks et les boss, m'a-t-on expliqué. Mais enfin, même ceux qui ne sont pas managers, le plus vraisemblable, c'est qu'ils soient managés. Et quand bien même ils ne le seraient pas par quelqu'un d'autre, ils ont encore la charge de se manager eux-mêmes, ce qui n'est pas rien. Mais enfin, vous me permettrez, pour commencer, de m'adresser d'abord aux managers qui sont ici, parce que ceux-là, ils font un métier vraiment difficile. J'entends bien qu'il y a peu de métiers absolument faciles, mais votre métier de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils ne préféreraient pas. J'entends bien que tous, évidemment, préfèrent travailler dans vos entreprises plutôt qu'être chômeurs, évidemment. Mais tous, ou presque tous, préféreraient être rentiers plutôt que d'avoir besoin de travailler dans votre entreprise pour gagner leur vie. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir quel pourcentage de vos collaborateurs et subordonnés continueraient à travailler dans votre entreprise s'ils avaient gagné ne serait-ce que 60 millions d'euros au loto européen, comme il y a 2 ou 3 ans un pizzaiolo de Chambéry. Eh bien, la réponse qui tendanciellement sera très proche de 0%. Ah oui, le pizzaiolo, il a arrêté de travailler, bien sûr. La réponse qui tendanciellement sera très proche de 0% dit assez clairement l'essentiel. C'est à savoir que pour la quasi-totalité de vos collaborateurs et subordonnés, travailler sous votre direction, travailler dans votre entreprise, ça n'est pas d'abord un plaisir, ça n'est pas d'abord un bonheur, ça n'est pas d'abord une vocation, c'est d'abord une contrainte. Et bien sûr, il est difficile de faire bien faire aux autres quelque chose qu'ils ne font que parce qu'ils sont contraints de le faire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est exactement la difficulté du management. C'est la difficulté de votre métier. Alors bien sûr, ça a toujours été vrai que c'était un métier difficile que celui de faire travailler les autres. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça ne devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. C'est pour ça qu'on a inventé le management. Mais non seulement ça a toujours été un métier difficile que celui de faire travailler les autres, mais c'est encore plus difficile aujourd'hui. Dans cette civilisation des loisirs, comme on dit maintenant depuis plusieurs décennies, et encore plus dans la toute dernière période, à l'heure des 35 heures, les lois Aubry, à l'heure de la RTT, comme on dit, et au moment où les jeunes, spécialement, me disent souvent les chefs d'entreprise, les jeunes ont perdu le sens du travail. On a envie de vous dire, dure saison pour les managers. Votre travail, c'est de faire travailler les autres, et les autres travailler, ils ne préféreraient pas, parce que ce qu'ils cherchent, eux, comme tout le monde, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. Oui, mais manque de peau, ce que vous leur proposez, ce n'est pas du bonheur, c'est du boulot. Vous voyez, il semble qu'en quelque chose, il y ait mal donne dès le départ. Spécialement peut-être avec cette fameuse génération Y qu'on évoquait tout à l'heure. Il semble qu'il y ait mal donne dès le départ et le but d'un management bien conduit est justement de lever cette mal donne-là. Mais d'ailleurs, à bien y réfléchir, l'entreprise qui les emploie, ce qu'elle cherche, ce n'est pas non plus le travail. Il faut vraiment être au moins Premier ministre de la France, je pense à Dominique de Villepin plutôt qu'à François Fillon, ou avoir passé trop longtemps à l'ENA.
pour croire sérieusement que le but d'une entreprise, c'est de créer des emplois. Tartufferie qu'on appelle en France le patriotisme économique. Il suffit de s'intéresser d'un peu près à l'économie en général et à l'entreprise en particulier pour comprendre très vite que le but d'une entreprise, alors sauf quelques rares exceptions qui existent, mais qui sont des exceptions, mais pour comprendre qu'en règle générale, le but d'une entreprise, ça n'est pas de créer des emplois, c'est de créer de la richesse, évidemment. Et donc, en économie capitaliste, n'ayons pas peur des grands mots, le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. C'est pour ça d'ailleurs qu'aucune entreprise n'hésite très longtemps à licencier quand c'est la seule façon de sauver, voire de maximiser sa rentabilité. Oui, mais alors là, ça devient intéressant. Parce que les salariés, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas le travail, c'est le bonheur. L'entreprise qui les emploie, ce qu'elle cherche, ce n'est pas le travail, c'est le profit. Autrement dit, personne, ni les salariés, ni l'entreprise, personne ne cherche le travail pour le travail. Ce qui débouche sur une question tout à fait intéressante. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent le bonheur, ni l'entreprise qui cherche le profit, étant entendu que personne ne cherche le travail pour le travail. Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Autrement dit, ami manager, c'est votre problème. Alors, bien sûr, je pourrais vous laisser vous dépatouiller avec. Si je suis venu, c'est pour y réfléchir avec vous, évidemment, mais le cœur du problème est là. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés, ni l'entreprise, ne cherche le travail pour le travail? Alors, on va essayer de réfléchir à cette notion de sens du travail par différence peut-être avec cette fameuse valeur travail. Parce qu'on a beaucoup dit ces dernières années au MEDEF, spécialement du temps de M. Sellière, et au gouvernement, spécialement du temps de M. Raffarin, on a beaucoup dit que les lois Aubry sur les 35 heures avaient fait baisser, voire quasiment disparaître, la valeur du travail. Le travail, depuis les lois Aubry, serait une valeur en baisse. Soit, mais en quel sens du mot « valeur » ? Parce que ce mot de valeur, comme vous le savez tous, il a deux sens très différents. Il y a la valeur économique, la valeur marchande, et puis il y a la valeur morale. Alors lorsqu'on parle d'une baisse ou d'une quasi-disparition de la valeur travail, est-ce qu'il s'agit d'une baisse de la valeur économique du travail, ou est-ce qu'il s'agit d'une baisse de la valeur morale du travail? Il ne peut pas s'agir d'une baisse de sa valeur économique. Parce que là, à l'inverse, les lois Aubry, imposant une réduction de la durée du travail à salaire constant, entraînent au contraire, c'est bien pourquoi d'ailleurs elles sont économiquement problématiques, entraînent au contraire une augmentation du coût du travail. Et là, faut être à la fois sérieux et cohérent, on ne peut pas en même temps constater, voire dénoncer pour certains une augmentation du coût du travail, et en même temps se plaindre d'une baisse de sa valeur économique. Non, il n'y a pas de baisse de la valeur économique du travail, très loin de là. Le travail en France n'a jamais été aussi cher. Si bien que si baisse de la valeur travail il y a, il ne peut pas s'agir d'une baisse de la valeur économique du travail, mais seulement, bien sûr, d'une baisse de la valeur morale du travail. Et c'est ça, en effet, que me décrivent souvent les chefs d'entreprise quand ils m'invitent à tel ou tel de leurs colloques ou de leurs séminaires, qui m'expliquent qu'en effet, pour la plupart de leurs salariés, et spécialement pour les plus jeunes de leurs salariés, me disent-ils, le travail est de moins en moins une valeur morale. J'ai vu plusieurs, et on retrouve ici la fameuse génération Y, mais ça ne vaut pas seulement pour elle. Ça vaut aussi pour la génération X, celle des losers, comme disait l'intervenante ce matin. Celle du prince Charles, quoi. J'ai vu plusieurs chefs d'entreprise me faire part de leur désarroi et me dire, écoutez, les jeunes, je n'y comprends plus rien. Pour eux, le travail n'est même plus une valeur morale. Eh bien voilà, je suis venu accomplir devant vous la tâche difficile, mais que je crois nécessaire, de vous aider à comprendre que sur ce point précis, ce sont vos collaborateurs et subordonnés, et spécialement les plus jeunes d'entre eux, qui ont raison.
Parce que ce que je crois, en effet, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. Ma position, de ce point de vue, tient en 2 points principaux. 1, le travail n'est pas une valeur morale. 2, c'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Et il est très important de comprendre que le travail n'est pas une valeur morale, parce que c'est la seule façon de comprendre pourquoi il doit avoir un sens. Et je rappelle que Y, en anglais, ça se dit why. La génération Y, c'est la génération pourquoi. C'est-elle tout le monde, pourquoi travailler? À quoi bon travailler? Donc d'abord, le travail n'est pas une valeur morale. Lorsque j'ai publié il y a maintenant une quinzaine d'années l'un de mes livres qui s'appelait « Petit traité des grandes vertus », qui était, comme son titre l'indique, un traité de morale, plusieurs chefs d'entreprise, puisque c'est un milieu que je fréquentais déjà assidûment pour des raisons professionnelles, plusieurs chefs d'entreprise sont venus me voir, là encore, à l'occasion d'un colloque ou d'un séminaire, pour me reprocher, le plus souvent cordialement, mais tout de même vertement, la chose suivante. Ils me disaient, c'est quand même culotté, votre petit traité des grandes vertus. Vous faites 18 chapitres sur les 18 vertus principales, à vos yeux, les plus grandes vertus. Il n'y a pas un seul chapitre sur le travail. Je leur répondais, oui, c'est vrai, vous avez raison. Il n'y a pas de chapitre sur le travail dans mon petit traité des grandes vertus. Mais avez-vous remarqué, leur demandai-je, avez-vous remarqué que dans les évangiles, non plus? Parce qu'enfin, il n'est écrit nulle part que je sache. Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille. Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime ». C'est sensiblement différent. Et il y a bien sûr un chapitre sur l'amour dans mon petit traité des grandes vertus, qui est à la fois le dernier et de très loin le plus long. Alors nos chefs d'entreprise, un peu désarçonnés par ma réponse, et d'autant plus qu'en France, ils sont presque tous de culture chrétienne, se raccrochaient à la première branche qui passait devant leurs yeux hagards, une très grosse branche, en l'occurrence la Bible, pas moins la Genèse. Et ils me disaient sur un ton vengeur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Si ce n'est pas le travail, qu'est-ce que c'est? Je leur répondais, oui, c'est le travail. C'est un châtiment. C'est le châtiment après le péché originel. Reconnaissez qu'il y aurait quelques paradoxes étranges à ériger un châtiment en valeur morale. Autant suggérer à Madame Parizeau de choisir le fouet ou le knout comme emblème managérial. Mais bon, laissons les Écritures, même la langue en français est contre vous les managers. Je vous rappelle en effet, ou je vous apprends peut-être pour certains d'entre vous, que ce mot de travail en français, comme dans plusieurs autres langues latines, vient du bas latin trepalium. Et que le trepalium, dans la Rome antique, c'était un instrument de torture. De torture. Comme quoi la difficulté douloureuse du rapport au travail, ça n'a pas commencé avec les lois Aubry. Ça n'a même pas commencé avec mai 1968. Je vous jure que ça a commencé bien avant. Ça a commencé en gros avec le travail. C'est-à-dire il y a au bas mot 10 ou 12 000 ans, la révolution néolithique, à supposer que la chasse et la cueillette qui existaient depuis bien plus longtemps n'aient pas déjà été des formes de travail. C'est d'ailleurs en ce sens, trepalium, qu'on parle de salle de travail dans nos maternités. La salle de travail, comme chacun sait, dans une clinique, c'est la salle où les femmes accouchent. Pas du tout qu'on ait considéré qu'accoucher, c'était un métier, mais simplement parce qu'accoucher depuis des millénaires, et encore souvent aujourd'hui, messieurs, ça fait atrocement mal. La salle de travail, c'est simplement la salle de souffrance. Ça en dit long, là encore, sur le travail. Mais bon, laissons les textes et l'étymologie, venons-en au réel lui-même. Moi, ce que je dis, c'est que le travail n'est pas une valeur morale. C'est ce que prouvent les vacances et le salaire. C'est ce que prouvent les vacances, d'abord parce que le propre d'une valeur morale, c'est d'être sans repos ni cesse. Il n'y a pas de congé payé pour la vertu. On ne va pas dire aux Français, la générosité est une valeur morale, et donc vous aurez le droit d'être égoïste pendant 5 semaines par an.
Pour la 6e, on va discuter avec les syndicats. Bien sûr que non. Si la générosité est une valeur morale, elle vaut par définition 52 semaines par an. On ne va pas dire aux Français, la justice est une valeur morale et donc vous aurez le droit d'être injuste pendant 5 semaines par an. Évidemment pas. Si la justice est une valeur morale, elle s'impose par définition 365 jours par an, 366 les années bissextiles. Le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle est sans repos ni cesse. Tout travail mérite repos. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont le sentiment que leur valeur morale personnelle baisse spectaculairement dès qu'ils s'autorisent quelques semaines de vacances, vous me permettrez d'y voir moins de vertus que de possibles pathologies. Le travail n'est pas d'une valeur morale, c'est ce que prouve deuxièmement et surtout le salaire, évidemment. Le salaire. Parce qu'enfin, chers amis, pour aimer, vous demandez combien? Vous allez me dire, attendez, là vous me traitez de prostituée, l'amour ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Vous avez bien sûr raison. L'amour est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être juste, il faut qu'on vous paye. Mais attendez, si on me paye pour être juste, c'est plus de la justice, c'est de la corruption. Vous avez raison. La justice est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour être généreux, vous demandez combien? Mais attendez, si je demande quelque chose, c'est plus de la générosité, c'est de l'égoïsme. Vous avez raison. La générosité est une valeur morale, ça ne se paye pas, ça n'a pas de prix. Pour travailler, vous demandez combien? Ah ben là, c'est intéressant. Parce qu'on connaît la réponse. Parce que pour tous ceux ici qui sont salariés, la réponse est inscrite souvent en bas à droite et en caractère gras sur votre bulletin de salaire. Pour d'autres, dont je suis, elle sera inscrite sur la note d'honoraires que je me ferai un plaisir d'envoyer aux organisateurs pas plus tard que dans quelques jours. Et on est au moins 2 dans la salle à savoir que je ne suis pas vraiment bon marché. Pour d'autres, la réponse sera inscrite dans le bilan de l'entreprise, colonne profit, résultat net, dividende. Bref, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'a pas de prix, c'est qu'elle n'est pas à vendre. Tout travail mérite salaire ou rémunération. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Disons la chose autrement, le propre d'une valeur morale, c'est qu'elle n'est jamais soumise à quelque marché que ce soit. Il y a un marché du travail. Cela confirme que le travail n'est pas une valeur morale. Je vous dirais volontiers, quitte à forcer un peu le trait, que le travail pris en lui-même ne vaut rien au sens des valeurs morales. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Mais oui, bien sûr, ça serait formidable pour les managers, pour les chefs d'entreprise, si le travail était une valeur morale. Vous n'auriez même plus à payer vos salariés. Ah oui, vous ne les payez pas pour être généreux, pour être juste, pour être aimant. Vous n'auriez pas à les payer pour travailler. Eh bien, chers amis, chefs d'entreprise, essayez pour voir. Du jour où vous cesserez de les payer, ils ne cesseront pas, pour ceux qui le sont, d'être justes, généreux, aimants. Mais ils cesseront tous, évidemment, de travailler, et ce n'est pas moi qui le leur reprocherai. Le travail pris en lui-même ne vaut rien, c'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur marchande, il n'est pas une valeur morale, excusez-moi, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Bref, amis managers, ne comptez pas sur des leçons de morale que vous feriez à vos collaborateurs ou subordonnés pour les motiver ou pour tenir lieu de management. D'ailleurs, je vais vous dire, de mon point de vue d'observateur, alors extérieur au monde de l'entreprise, mais informé des choses de l'entreprise. Dès qu'un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà, lui, en tant que manager, en position d'échec professionnel. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. Il y a des moments où il faut bien assumer une position objective d'échec. Mais voilà,
Quand vous en êtes réduit à faire la morale à tel ou tel de vos collaborateurs ou subordonnés, vous êtes déjà, vous, en tant que manager, en situation d'échec professionnel. Ne comptez pas sur la morale pour motiver vos collaborateurs ou pour tenir lieu de management. Deuxième idée, donc, je disais, le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens. C'est pourquoi il doit avoir un sens. Alors bien sûr, ce que je dis n'est cohérent que parce que je fais une différence entre la valeur et le sens. Si je dis le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens, ça suppose évidemment que la valeur et le sens sont deux choses différentes. La différence principale tient au fait que la valeur, au sens des valeurs morales, elle est toujours intrinsèque. J'entends par là qu'une valeur morale, elle vaut en elle-même, par elle-même, pour elle-même. On n'est pas juste pour autre chose que la justice, on n'est pas généreux pour autre chose que la générosité. La valeur morale, elle est toujours intrinsèque, alors que le sens, lui, il est toujours extrinsèque. J'entends par là que le sens renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Alors cette notion de sens, tellement rebattue dans le monde du management, mais que personne ne définit et qu'on confond presque toujours avec la valeur, comme si c'était la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Cette notion de sens, ça vaut la peine d'y réfléchir un peu sérieusement. Parce que c'est une notion essentielle, notamment dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, du management, mais aussi parce que c'est l'une des notions les plus difficiles à saisir. Elle est très difficile à saisir essentiellement pour deux raisons. La première raison, alors qui vaut spécialement en français, ce n'est pas vrai dans toutes les langues, mais la première raison, c'est qu'en français, ce mot de sens, il a lui-même, comme vous le savez, plusieurs sens différents. Il en a principalement trois, pour simplifier quelque peu. Le mot sens en français peut en effet désigner la sensation, ou l'appareil sensoriel ou sensitif, bref, ce qu'on appelle les cinq sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat. Mais ce même mot de sens peut désigner aussi la signification. Quand je dis le sens d'un mot, le sens d'une phrase. Enfin, ce même mot de sens peut désigner la direction, l'orientation, le but. Par exemple, si je dis « j'ai pris le métro ce matin », en l'occurrence la ligne 1, dans le sens est-ouest. Il se trouve que j'habite dans le 12e. Je le reprendrai ce soir dans le sens ouest-est. Et bien sûr, ça complique considérablement la notion. Parce que lorsqu'on s'interroge sur le sens du travail, mais aussi bien d'ailleurs si on s'interroge sur le sens de la vie, est-ce que je me demande quelle est la sensation que j'en ai? En général, ce n'est pas à ça qu'on pense. On a peut-être tort de ne pas y penser davantage. Si vous voulez que vos collaborateurs trouvent du sens à travailler chez vous, encore faut-il que travailler chez vous, ça n'est pas, si j'ose dire, trop mauvais goût. Ça pose la question des conditions de travail, de l'ambiance de travail. Mais pour le reste, est-ce que je me demande, est-ce que mon travail... Et puis s'agissant du sens de la vie, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'est le sens de la vie quand on n'a pas le goût de vivre. Mais sinon, est-ce que je me demande, est-ce que mon travail a une signification? Est-ce qu'il veut dire quelque chose et quoi? Ou bien est-ce que je me demande, est-ce que mon travail a une direction, une orientation, un but? Est-ce qu'il va quelque part et où? Ce n'est pas du tout la même question. Mais ce qui rend cette notion de sens encore plus difficile, c'est qu'en chacun des trois sens du mot sens, le sens est toujours extrinsèque, comme je le disais, il renvoie toujours à autre chose qu'à lui-même. Je prends 5 minutes pour vous le montrer pour chacun de ces trois sens du mot sens. D'abord donc, la sensation. Écoutez, je vous propose une expérience qu'on peut faire tous ensemble, ici et maintenant. Je vous propose de sentir votre odorat. Allez-y. C'est bizarre, je ne sens rien. Eh oui, l'odorat est inodore. Je vous propose d'écouter votre oui. Je n'entends rien.
l'ouïe est inaudible. Je vous propose de voir votre vue. Alors les petits malins vont sortir un miroir de leur poche ou de leur sac à main, ils verront leurs yeux. Encore faut-il un miroir. Ils ne verront jamais leur vue. La vue est invisible. Autrement dit, aucun des 5 sens ne se perçoit lui-même. Il n'est sensation que de l'autre. C'est vrai aussi, bien sûr, du sens comme signification. Le sens d'un mot n'est pas ce mot, mais ce que ce mot désigne ou signifie. Par exemple, si je dis « ma montre », ça va me permettre de regarder quelle heure il est, c'est effrayant. Si je dis « ma montre est posée sur le pupitre », le sens du mot « pupitre », ce n'est pas le mot, c'est le pupitre, qui n'est pas un mot. D'ailleurs, si je vous disais « ma montre est posée sur le mot pupitre », vous diriez « il a pété les plombs ». Ce qui prouve bien que le sens du mot pupitre, ce n'est pas le mot pupitre. Il n'est signification que de l'autre. Aucun mot ne se signifie lui-même, il n'est signification que de l'autre. Enfin, c'est vrai, bien sûr, et presque a fortiori, du sens comme direction. Je disais, j'ai pris le métro ce matin dans le sens est-ouest pour venir au pavillon d'Armenonville. Ça veut dire que le pavillon d'Armenonville a été le sens de mon voyage pendant, je ne sais pas quoi, les 3/4 d'heure qu'il a duré. Si je rencontre un de mes amis dans le métro, il me demande où vas-tu, quel est le sens de ton voyage, je vais au pavillon d'Armenonville. Je venais du 12e arrondissement, d'autres parmi vous sont venus peut-être du 14e, du 20e, du 8e, certains peut-être de Lyon, de Nantes, de Marseille, que sais-je, aussi bien de New York ou de Shanghai. Où qu'on soit dans le monde, on peut toujours évidemment venir au pavillon d'Armenonville. Ça veut dire que le pavillon d'Armenonville fait sens ou peut faire sens dans le monde entier. À la seule condition, bien sûr, qu'on désire s'y rendre. Plutôt non. Non, en vérité, le pavillon d'Armenonville fait sens ou peut faire sens dans le monde entier, sauf en un point, et un seul. C'est pas de peau, c'est justement où nous sommes, au pavillon d'Armenonville. Parce que lorsqu'on est au pavillon d'Armenonville, il est rigoureusement impossible d'y aller. Et c'est le seul endroit du monde où il soit absolument impossible d'aller au pavillon d'Armenonville. Eh bien, je vais vous dire, le sens, ce n'est jamais où l'on est, mais toujours où l'on va. Bref, le sens est toujours ailleurs. C'est pas de peau, là encore, parce que nous sommes toujours ici. Pas toujours ici, au pavillon d'Armenonville, mais où que vous soyez, c'est un ici par définition. Et où que vous soyez, le sens, lui, il n'est pas ici, mais là-bas. Non pas ici où vous êtes, mais là-bas où vous allez. Le sens est toujours ailleurs et nous sommes toujours ici. Bref, il n'est direction que vers l'autre. C'est pourquoi on se trompe toujours, soit dit en passant. Quand on croit avoir atteint, comme certains le disent un peu naïvement, le sens de sa vie. Imaginez le jeune cadre ambitieux de 30 ans, qui peut-être est dans la salle ici, qui n'a qu'une envie, qu'un but dans la vie. C'est de devenir le boss à la place du boss. Autrement dit, de prendre votre place pour les plus âgés ou les plus puissants ici. Et puis le même, 20 ans plus tard. Ça y est, le vieux est parti, il a choisi en effet comme successeur, et voilà notre jeune trentenaire ambitieux, qui n'est plus qu'un quinquagénaire fatigué, comme tout le monde, et qui s'installe pour la première fois dans son grand bureau directorial. Il s'assoit pour la première fois dans le fauteuil directorial. Et là, il a un grand moment d'émotion. Il se dit à lui-même, ce coup-ci, ça y est, j'ai atteint le sens de ma vie. Bien sûr que non, crétin. Parce que ce fauteuil directorial faisait sens ou pouvait faire sens pour toi tant que ce n'était pas ton fauteuil. Tu n'y étais pas, c'est là où tu voulais aller, ça pouvait faire sens. Mais maintenant que tu y es, forcément le sens, il est ailleurs. Non pas ici où tu es, mais là-bas où tu vas. Bref, lève-toi, bouge-toi le cul, va bosser. Alors ça nous dit quelque chose de très important sur le sens du travail. C'est que s'il n'est sens que de l'autre, ça veut dire que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. Et tant que vous n'aurez pas compris quelle est cette autre chose qui donne sens au travail, vous aurez tendance à faire du travail une fin en soi, c'est-à-dire une valeur morale,
Alors ça, c'est très confortable pour le manager. Parce que si le travail est une valeur morale, 1, il n'a plus à s'interroger sur son sens. 2, il peut se permettre de traiter ses collaborateurs de paresseux. Il y a juste 2 petits problèmes, c'est que traiter ses collaborateurs de paresseux, ce n'est pas toujours juste, moralement. Et surtout, deuxièmement, d'un point de vue managérial, c'est notoirement inefficace. Vous connaissez tous ce dicton oriental, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Cet imbécile devait être manager. Où beaucoup de managers, malheureusement, ressemblent à cet imbécile. Parce que vous lui montrez la lune, il regarde votre doigt. Vous dites, attends, imbécile, c'est pas mon doigt qu'il faut regarder, c'est la lune. Il pourrait vous demander, mais pourquoi tu veux que je regarde la lune? Elle ne veut rien dire, la lune. Elle ne va nulle part, la lune. Elle n'a pas de sens, la lune. Ton doigt, lui, il a du sens. Ton doigt, il veut dire, regarde la lune. Eh bien, tu vois, je préfère regarder ton doigt qui a du sens plutôt que la lune qui n'en a pas. Pourquoi est-ce qu'il est très bête? Il est très bête parce qu'il est fasciné par le sens, obnubilé par le sens, au point d'oublier que le sens ne vaut qu'au service d'autre chose, qui n'a pas de sens, mais qui est une valeur, bien sûr. Eh bien, quand messieurs Seyer et Raffarin répétaient « valeur travail », ils étaient exactement dans la position de l'imbécile qui regarde le doigt. C'est pas de peau là encore, parce que les jeunes, eux, bien sûr, ils préfèrent regarder la lune. Le vrai manager, c'est pas celui qui dit au jeune gars qu'il vient d'embaucher « valeur travail, regarde mon doigt ». C'est celui qui lui dit « t'as vu la lune? On va y aller ensemble », à condition d'avoir les moyens de l'y emmener et de l'y accompagner. Et puis je vais vous dire, est-ce que c'est parce que nos enfants ont du sens que nous les aimons? C'est quoi le sens d'un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire un enfant? Ça veut rien dire, mais alors là, rien du tout. Où ça va un enfant? On n'en sait rien. Peut-être nulle part. Et puis c'est sa vie, c'est pas la nôtre. Et puis surtout, c'est pas pour l'adulte qu'il sera dans 20 ans qu'on l'aime, c'est pour l'enfant qu'il est aujourd'hui. Non, la vérité, c'est que ce n'est pas parce que nos enfants ont du sens que nous les aimons. C'est inversement parce que nous les aimons que notre vie prend sens. Autrement dit, ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Parce que si c'est le sens que vous aimez, messieurs, puisque ça se passe ordinairement dans ce sens-là, plutôt que d'offrir à vos compagnes, dimanche prochain, un bouquet de fleurs insignifiantes, parce que vous ne me ferez pas croire que vous croyez au langage des fleurs, cette niaiserie. Offrez-lui plutôt dimanche prochain un beau bouquet de panneaux de signalisation. Oui, chérie, les fleurs, il y en a marre, ça ne veut rien dire, tu ne crois pas au langage des fleurs. Donc tu vois, ce dimanche, comme tu peux voir, je t'ai offert ce beau bouquet de panneaux de signalisation. Ça, au moins, ça a du sens. J'ai mis 300 interdits, 5 interdictions de stationner, toujours par nombre impair, messieurs, et puis j'ai rajouté ces quelques feux tricolores que je trouve du plus charmant effet. Votre épouse a déjà la main sur le combiné téléphonique pour appeler les urgences psychiatriques. Elle a raison, bien sûr. Alors, pour la rassurer, vous sortez de derrière votre dos un bouquet de fleurs. Et vous lui dites, mais non, chérie, c'était pour rire. Je t'ai offert des fleurs comme d'habitude. Mais tu vois, ce bouquet de fleurs, il veut bien dire quelque chose. Il a bien du sens. Pas du tout que je crois au langage des fleurs, c'est niaiserie. Non, mais ce bouquet de fleurs, il a bien du sens. Il veut bien dire quelque chose. Il veut dire que je t'aime toujours. Ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Eh bien, si vous prenez ensemble ces 2 propositions que je viens rapidement de bâtir devant vous, 1, il n'est sens que de l'autre. 2, ce n'est pas le sens qui est aimable, c'est l'amour qui fait sens. Vous appliquez l'une et l'autre à la question du sens du travail, et vous pouvez en conclure. 1, que le sens du travail, c'est forcément autre chose que le travail. 2, que cette autre chose ne fait sens qu'à proportion de l'amour que nous lui portons. Votre métier de manager serait un métier facile si tous vos collaborateurs aimaient la même chose qui suffise à donner du sens à leur travail. Et votre métier de manager serait un métier impossible si vos collaborateurs n'aimaient rien ou jamais la même chose.
Votre métier de manager n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible parce qu'il y a bien quelque chose que tous vos collaborateurs aiment sans exception. Quoi? L'argent, évidemment. C'est pour ça qu'ils travaillent. Non pas qu'ils soient spécialement cupides, la plupart aiment l'argent comme moyen, ils ont bien sûr raison. Ils ont besoin d'argent pour vivre et pour élever leurs gosses. D'ailleurs, dès que vos collaborateurs ont des enfants, la question « pourquoi travaillent-ils ?» quel est le sens de leur travail mérite une réponse d'une simplicité évangélique. Ils travaillent pour leurs gosses. Ils travaillent donc bien par amour, oui, mais pas par amour du travail, pas par amour de l'entreprise, pas par amour du patron, de l'actionnaire ou du client. Non, ils travaillent par amour de leurs enfants. Quant à ceux qui n'ont pas d'enfants, ils travaillent par amour d'eux-mêmes, ce qui est déjà une excellente raison de travailler. Mais comme pour vivre et pour élever leurs gosses, ils ont besoin d'argent, ils aiment tous l'argent, au moins comme moyen. Et ça fait sens. Mais bien sûr que ça fait sens. Il faudrait vraiment être très bête, très riche ou très désintéressé pour ne pas comprendre que travailler pour gagner sa vie et pour élever ses gosses, ça a du sens. Mais bien sûr que oui, ça a du sens. C'est pourquoi votre métier de manager est un métier possible. C'est ce qu'on appelle le salariat. Pourquoi maintenant votre métier de manager est-il à ce point difficile? Il est extrêmement difficile parce que l'argent, le salaire, ça permet de recruter quelqu'un. Oui, c'est fait pour ça. Mais ça n'a jamais suffi à recruter les meilleurs. Ça suffit encore moins à garder les meilleurs, à les fidéliser. Ça suffit encore moins à souder une équipe, à susciter l'enthousiasme, la créativité, la responsabilité. Bref, si vous ne proposez à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler. Alors comprenez-moi bien, le salaire est une très bonne raison de travailler, je le disais à l'instant, mais c'est une raison médiocre au sens où n'importe quel médiocre peut comprendre qu'il a besoin de gagner sa vie. Si vous ne proposez à vos collaborateurs que des raisons médiocres de travailler, vous ne recruterez et surtout vous ne garderez que les médiocres. Tous les meilleurs seront partis ailleurs, chez vos concurrents, où ils auront par hypothèse à peu près le même salaire, mais avec en plus autre chose que le salaire, autre chose qu'ils aiment aussi, qui fait donc pour eux un sens supplémentaire et donc une motivation supplémentaire. Alors c'est ce que m'avait aidé à comprendre un jour un chef d'entreprise après l'une de mes conférences sur un thème voisin. Il me disait, oui, bien sûr, vous avez raison, mes salariés travaillent pour le salaire. Si j'arrête de les payer, ils arrêtent de travailler, ça c'est clair. Cela dit, ajoutait-il, le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Et oui, il y a un marché du travail. Aucune entreprise, alors sauf dans quelques niches ou conjonctures très particulières, mais sur la durée et à l'échelle des grands nombres, aucune entreprise ne peut payer très longtemps ses collaborateurs 20 ou 30% de plus que la concurrence. Donc, me disait ce patron, oui, c'est vrai, mes salariés travaillent pour le salaire, mais le salaire, c'est pas moi qui le fixe, c'est le marché du travail. Si bien que ma valeur ajoutée de manager, me disait-il, elle n'est pas dans le salaire. Elle est dans les autres raisons que le salaire, que mes salariés ont de venir travailler chez moi et surtout de rester à travailler chez moi. Et il concluait en me disant, écoutez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, la seule réponse que je trouve, c'est que s'ils viennent travailler chez moi, s'ils restent à travailler chez moi, c'est qu'ils y trouvent un certain plaisir, un certain bonheur. Il me semble qu'il avait évidemment raison et que ça dit quelque chose d'essentiel sur votre métier de manager. Quel est l'intérêt, je vais terminer puisque j'aurais mille choses à dire, mais je vais donner un peu de temps aux questions. Quel est l'intérêt majeur de votre entreprise? C'est d'avoir les meilleurs salariés. Pas d'abord d'avoir les meilleurs clients. Vous vouliez avoir les meilleurs clients et les plus nombreux, je le comprends bien, mais réfléchissez-y. La seule façon sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients, c'est d'avoir d'abord les meilleurs salariés. La réciproque n'est pas vraie. C'est pas parce qu'on a les meilleurs clients qu'on a les meilleurs salariés. C'est à l'inverse, bien clairement, parce qu'on a les meilleurs salariés, qu'on a une chance sur la durée d'avoir et de garder les meilleurs clients. Or, dès lors que tout homme veut être heureux, comme disait Blaise Pascal, mais comme chacun le sait, c'était le sens de mon introduction, vous comprenez que la seule façon sur la durée de recruter et surtout de fidéliser les meilleurs de vos collaborateurs et subordonnés, c'est de créer des conditions telles qu'ils soient plus heureux dans votre entreprise qu'ils ne seraient chez tel ou tel
de vos concurrents. Et c'est pourquoi la question du bonheur au travail est en effet une question essentielle. On travaille pour gagner sa vie, on travaille pour être heureux. Et il serait quand même dommage d'attendre pour être heureux la fin de la journée de travail. On ne va pas se contenter d'être heureux à partir de 18h30 ou pendant les vacances. Ça veut dire que pour un manager, se soucier du bonheur, alors professionnel, je ne parle pas du bonheur privé, la femme, le mari, les gosses, non, mais s'occuper du bonheur professionnel de ses collaborateurs, de leur bien-être professionnel. A fortiori, combattre leur malheur ou leur mal-être professionnel. Pour un manager, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas de la philanthropie, c'est le cœur de votre métier. Parce que l'intérêt majeur de votre entreprise, c'est d'avoir et de garder les meilleurs salariés. Vous n'aurez et vous ne garderez les meilleurs salariés que si et seulement si ils sont plus heureux chez vous, ou si nous avons le sentiment qu'ils sont plus heureux chez vous qu'ils ne seraient chez tel ou tel de vos concurrents. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je crois qu'il y a des micros qui circulent, donc la parole est à vous. Bonjour. Alors, qui parle ? Ici. Oui. Bonjour, merci pour votre exposé, très intéressant. J'ai juste une question. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde où on est en train d'inverser votre dernière proposition ? C'est-à-dire qu'on ne va pas dans une entreprise parce qu'on y est plus heureux, parce qu'on y est moins malheureux qu'ailleurs ? Ça, c'est la vision la plus pessimiste, mais qui en vérité n'invaliderait pas l'essence de ma démonstration. Que vous travaillez pour que vos salariés ou collaborateurs soient moins malheureux chez vous qu'ailleurs ou plus heureux chez vous qu'ailleurs, dans les deux cas, c'est-à-dire que la question du bonheur et du malheur est une question essentielle du management. En vérité, ça dépend bien sûr des entreprises, ça dépend aussi, j'allais presque dire malheureusement, des métiers. Tout le monde n'a pas la chance de travailler dans l'informatique. Il y a un sondage qui a été publié par Lacroix, je crois, il y a quelques mois. On interrogeait les salariés français sur la question, je crois que la question était « Est-ce que vous êtes content de partir bosser le matin ?» Voilà. Bonne nouvelle, 80% des salariés français répondent oui à cette question. Mauvaise nouvelle, seulement 36% des ouvriers répondent oui à cette question. Ben oui, il est plus difficile d'aimer son travail, d'être heureux au boulot, quand on fait un boulot ingrat, très répétitif, très peu créatif, très peu épanouissant. Ça veut dire que la question du management est d'autant plus importante pour cela, précisément. Parce que les fameux geeks, ceux-là que vous avez éventuellement à manager, mais qui aiment tellement l'informatique, ils en font le week-end, ils en font le soir, la nuit. À la limite, il faut les organiser, les cadrer, mais à la limite, on n'a pas besoin de les motiver, on pourrait presque se passer de les manager. Le type qui est technicien de surface, magasinier, caissier dans un grand magasin, on peut trouver l'équivalent dans vos métiers informatiques, qui fait un boulot beaucoup moins créatif, beaucoup moins marrant, beaucoup moins bien rémunéré en général. Lui, il a vraiment besoin d'être motivé. Donc, dans le pire des cas, votre boulot, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs soient moins malheureux chez vous que chez vos concurrents. Dans le meilleur des cas, c'est de faire qu'ils soient plus heureux chez vous que chez vos concurrents. Alors, la vraie question, c'est comment on fait ? Ça veut dire qu'il faut trouver autre chose que l'argent. Pas à la place, encore une fois, mais en plus. Quelle autre chose que vos collaborateurs aiment, puisque c'est l'amour qui fait sens, et qui donne donc du sens à leur travail. Alors, cette autre chose que l'argent, ça peut être quoi ? Ça peut être, par exemple, de meilleures conditions de travail, ce que j'appelais le goût quand je disais, si vous voulez que vos collaborateurs trouvent du sens à travailler chez vous, encore faut-il que travailler chez vous, ça n'est pas trop mauvais goût. Donc ça peut être de meilleures conditions de travail, ça peut être une meilleure ambiance, davantage de convivialité. Il y a des boîtes où on part bosser le matin, on a la gorge un peu serrée d'angoisse parce qu'on sait que l'ambiance va peser une tonne, que tout le monde déteste tout le monde, qu'il y a des querelles de clans, des chapelles, des petites haines recuites dans les bureaux. Et puis il y a d'autres boîtes où on part bosser le cœur léger parce qu'on sait que l'ambiance sera légère, chaleureuse, qu'à la limite on va retrouver une bande de copains. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça peut être un sentiment plus grand de son utilité sociale.
Fabriquer des cigarettes ou fabriquer des médicaments, ce n'est pas la même utilité sociale. Fabriquer du Mediator ou fabriquer un bon médicament, ce n'est pas la même utilité sociale. Ça peut être davantage de respect, davantage de reconnaissance, notamment de la part du manager précédemment. Ça peut être le sentiment de participer à une aventure collective exaltante. Ça peut être le sentiment de progresser soi-même davantage, de s'épanouir soi-même davantage. Il y a des boîtes ou des boulots, ça dépend du poste qu'on occupe, bien sûr, mais on peut y bosser pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, on se retourne, on n'a rien appris. On n'a pas changé, sauf qu'on est 15 ans plus vieux et donc davantage fatigué. Et puis il y a d'autres boîtes, on y bosse pendant 15 ans, au bout de 15 ans, on se retourne et on se dit, mais c'est dingue ce que j'ai changé, ce que j'ai appris, ce que j'ai progressé. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça peut être le sentiment de travailler en harmonie avec ses valeurs morales personnelles, sans avoir besoin de les mettre dans sa poche avec un mouchoir dessus pendant 35 heures ou un peu plus par semaine, etc., etc. Vous voyez, autre chose que le travail pris en lui-même, autre chose que l'argent, autre chose que le salaire, qu'on aime aussi, et qui fait donc, comme je le disais, un sens supplémentaire et une raison supplémentaire de rester dans cette entreprise. Une autre question? Question, remarque, témoignage? Oui, je vois une main qui se lève ici, là. Oui, bonjour. Je ne savais pas si c'était une valeur ou un sens, mais le travail peut apporter une socialisation aussi. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un mélange des deux? Oui, on m'a beaucoup dit que Mme Liliane Bettencourt souffrait d'un manque de socialisation. La pauvre femme n'a jamais travaillé. Et d'ailleurs, ceux qui gagnent au loto, leur problème, c'est qu'il n'y a plus de socialisation. Ils arrêtent de bosser, il n'y a plus... Non, écoutez, quand on est riche, la socialisation va très bien. D'ailleurs, je vous jure, la génération Y, ils sont très socialisés. Surtout en vacances, surtout pendant les week-ends. On a besoin de liens sociaux, mais ce n'est pas forcément le travail qui crée du lien. Premier point. Deuxième point, il est vrai que par ailleurs, le travail crée aussi du lien. Il n'y a pas que lui, mais il en crée. Mais ça veut dire que c'est un moyen pour créer du lien. La générosité et la justice, ce n'est pas des moyens, c'est des fins en soi. Voyez. Et donc, c'est justement parce que le travail n'est qu'un moyen pour gagner sa vie, pour s'épanouir, pour créer du lien, tout ce qu'on veut, mais c'est un moyen qu'il ne peut pas être une fin en soi, c'est-à-dire une valeur morale, qu'il ne peut pas être l'essentiel. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé dans des hôpitaux, j'ai animé pendant des années un séminaire sur le thème philosophie et médecine, qui rassemblait des soignants, comme on dit, médecins et infirmières essentiellement, mais médecins hospitaliers. Et dans le cas de l'un de ces séminaires, une infirmière qui était là, elle-même assez proche de l'âge de la retraite, nous avait dit la chose suivante. Elle nous disait, vous savez, moi ça fait 30 ans que je travaille dans l'hôpital. Eh bien, en 30 ans, je n'ai jamais vu personne sur son lit de mort regretter de ne pas avoir travaillé une heure de plus. J'en ai vu des dizaines sur leur lit de mort, nous disait-elle, regretter de ne pas avoir passé une heure de plus avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis, ou simplement à faire telle ou telle activité non professionnelle qui les passionnait. Eh bien voilà ce que j'appelle l'essentiel. C'est ce que vous pourriez éventuellement, sous votre lit de mort, regretter de ne pas avoir fait une heure de plus. L'important, c'est le reste. Ou plutôt non, l'important, c'est dans le reste ce qui est nécessaire pour assurer cet essentiel-là. L'important, c'est ce qui coûte très cher. Le travail est donc extrêmement important. Notamment le nôtre, hein, vous et moi, en gros, on coûte cher. Ben, notre travail est donc très important. Oui. L'important, c'est ce qui coûte très cher. L'essentiel, c'est ce qui n'a pas de prix. Attention de ne pas sacrifier l'essentiel, ce qui n'a pas de prix, à ce qui ne coûte qu'extrêmement cher, l'important. L'essentiel, c'est ce qui est une fin en soi, un but en soi. Attention, l'important, c'est ce qui est un moyen nécessaire pour gagner sa vie, pour créer du lien, tout ce que vous voulez. Attention de ne pas sacrifier l'essentiel, ce qui est une fin en soi, à ce qui n'est que le plus nécessaire des moyens, l'important. Parce que, comprenez-moi bien, je ne suis pas venu vous dire que le travail, ce n'était pas important. Bien sûr que c'est très important. Parfois, on ne m'a pas invité ici pour vous rappeler que le travail, c'était important, ou alors il faut désespérer.
D'ailleurs, je vais vous dire personnellement, sincèrement, je suis le contraire d'un paresseux. Bien sûr que le travail, c'est extrêmement important, mais attention, c'est extrêmement important comme moyen. Parce que c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Et c'est ça qu'il faut parfois rappeler à nos jeunes gens, alors peut-être la génération Y parmi vos collaborateurs, vos enfants. Parce que c'est cette importance du travail que nos jeunes gens, parfois, ont tendance à oublier. Autrement dit, il y a mon micro qui est en train de se défaire. Autrement dit, une partie de ce que je dis dépend du public auquel je m'adresse. Imaginez que je fasse une conférence sur le travail, non pas devant des cadres informatiques, mais devant un groupe d'adolescents paresseux. Pardon pour le quasi-pléonasme. On va dire devant une classe de terminale. Je ne leur dirai pas le contraire de ce que je vous dis à vous. Il faut dire la vérité à tout le monde, y compris aux ados et aux paresseux. Mais honnêtement, devant une classe de terminale, et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire cette conférence, je ne mets pas l'accent sur le même point que devant vous. À des ados, je dirais plutôt, oui, bien sûr, vous avez raison, le travail n'est pas une valeur morale. Le travail... Ça va comme ça? Oui, d'accord. Le travail n'est pas une fin en soi. Là-dessus, on est d'accord. Le travail n'est qu'un moyen. Mais attention, les petits jeunes. Le travail n'est qu'un moyen, c'est vrai, mais c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Celui sans lequel vous n'arriverez jamais à rien. Parce que c'est ça que nos jeunes gens, souvent, ont tendance à oublier. Mais là, excusez-moi, je ne m'adresse pas à des adolescents paresseux. Je m'adresse à des adultes qui sont tous, ou presque tous, j'imagine, de gros travailleurs, sinon vous ne seriez pas au poste que vous occupez. Si bien que m'adressant à des adultes qui sont de gros travailleurs, je ne leur dis pas le contraire de ce que je dirais aux jeunes gens. Mais je ne mets pas l'accent sur le même point. À vous, je dis plutôt, oui, bien sûr, vous avez raison, le travail, c'est extrêmement important. On est d'accord là-dessus. Mais attention, les amis. Le travail, c'est extrêmement important parce que c'est presque toujours le plus important de tous les moyens. Mais ce n'est quand même qu'un moyen. Attention de ne pas sacrifier l'essentiel à ce qui n'est que le plus important des moyens. Une autre question, remarque? Oui. Oui, bonjour. En fait, j'aurais voulu savoir, je vais un peu foutre le bordel, mais j'aurais voulu savoir comment vous expliquez l'espèce de décalage qu'on a entre les conditions de travail nord-américaines et françaises. Par exemple, aux États-Unis, il y a un gros combat pour la récupération du talent. Ils engagent des grands chefs dans leur entreprise pour qu'ils soient bien nourris. Il y a des salles de sieste, toutes sortes de choses comme ça. Et en France, c'est des choses qu'ils n'arrivent pas encore. D'où vient ce phénomène? Ça veut peut-être dire que les Américains, comme souvent d'ailleurs, ont quelques années ou quelques décennies d'avance. Parce que ça veut dire qu'ils ont compris davantage, effectivement, que beaucoup de chefs d'entreprise françaises, que le fait que leurs salariés soient contents de bosser chez eux, heureux au travail, c'est un enjeu essentiel de management, précisément. Alors, s'ils sont simplement heureux parce que la bouffe est bonne, si vous voulez, ça n'ira pas très loin, mais malgré tout, c'est un plus. Oui. S'ils sont heureux parce qu'il y a une crèche dans l'entreprise qui facilite considérablement la vie des parents, c'est pas tout, mais c'est un plus. S'ils sont heureux parce qu'on les traite avec respect, avec reconnaissance, s'ils sont heureux parce que l'ambiance est chaleureuse, amicale, s'ils sont heureux parce qu'ils font un travail intéressant, créatif, parce qu'on leur fait confiance, on leur confie des responsabilités, alors là, ça devient quelque chose d'essentiel. Bref, les détails matériels sont importants, hein, la crèche, la qualité de la nourriture, etc., mais ce sont malgré tout des détails. L'essentiel et la pierre de touche du management réussi, c'est de créer des conditions telles dans vos entreprises que vos collaborateurs puissent aimer le travail qu'ils font. Parce que, comprenez-moi bien, le travail n'est pas une valeur morale. Si quelqu'un m'aidait à remettre ça, ça m'arrangerait. Ah, d'accord, voilà, ça devrait aller. Le travail n'est pas une valeur morale, mais l'amour du travail bien fait en est une. Attention, là, je ne joue pas du tout sur les mots. Hein. Qu'est-ce qui prouve que le travail n'est pas une valeur morale? C'est que le contraire du travail n'est pas une faute morale. Voilà. C'est quoi le contraire du travail? C'est le repos, le loisir, le temps libre. Et comme évidemment le repos, le loisir, le temps libre ne sont pas des fautes morales, le travail n'est pas une valeur morale. Qu'est-ce qui me prouve maintenant que l'amour du travail bien fait est une valeur morale? C'est quel est le contraire de l'amour du travail bien fait?
Le contraire de l'amour du travail bien fait, c'est la paresse, la négligence, la veulerie. Et aussi assurément, la paresse, la négligence, la veulerie sont des fautes morales. Aussi assurément, l'amour du travail bien fait est une valeur morale. Et donc, plutôt que de célébrer la valeur travail, célébrer plutôt l'amour du travail bien fait, c'est pas du tout la même chose. Bref, on a le droit d'être rentier. Le jour où tel ou tel de vos collaborateurs ou collègues aura gagné 60 millions d'euros au loto européen et qu'il vous dira « ça y est, j'arrête de bosser, je fais le tour du monde, j'écris un roman, etc. » Vous n'allez pas lui faire des leçons de morale. T'as pas honte d'arrêter de travailler et ta valeur morale alors? On a le droit d'être rentier. On n'a pas le droit de saloper le boulot. On n'a pas le droit de saloper le boulot. Voilà. Le travail n'est pas d'une valeur morale, donc on a le droit d'être rentier. L'amour du travail bien fait est une valeur morale, donc on n'a pas le droit de saloper le boulot. Ça veut dire que votre boulot de manager, c'est de développer chez vos collaborateurs, pour la part qui dépend de vous, cet amour du travail bien fait. Encore faut-il qu'ils puissent aimer leur travail, parce qu'il est difficile d'avoir l'amour du travail bien fait pour un travail que l'on n'aime pas. Eh bien, pour moi, c'est la pierre de touche du management réussi. Le management est réussi quand vous avez créé des conditions telles dans vos entreprises, dans vos services, que vos collaborateurs, qui ne travaillent pas par amour du travail, mais non, ils travaillent par d'argent, comme tout le monde. Le management est réussi quand vous avez créé des conditions telles dans vos entreprises et vos services que vos collaborateurs, qui ne travaillent pas par amour du travail, aiment le travail qu'ils font. Le management est réussi quand vos collaborateurs, qui ne travaillent pas pour le plaisir, non, ils travaillent pour l'argent, comme tout le monde. Le management est réussi quand vos collaborateurs, qui ne travaillent pas pour le plaisir, prennent plaisir au travail qu'ils font. Alors, c'est ça le cœur de votre métier. Alors, ça supposerait qu'on réfléchisse sur le plaisir, sur le bonheur, sur le désir. C'est ce que je fais d'habitude, mais d'habitude, j'ai plus de temps que j'en avais ce matin-là. Invitez-moi l'an prochain, on traitera la deuxième partie. Mais malgré tout, ça dit quelque chose d'important qui pourrait peut-être servir de conclusion. Vous savez, moi, si un jour je devais diriger une école de management, ou d'ailleurs de marketing, c'est d'ailleurs les mêmes maintenant presque toujours, je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée de mon école une formule d'Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus grands de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Autrement dit, il n'y a de motivation que là seulement où il y a du désir. Et sur le mur de droite, je ferai inscrire toujours en lettres d'or une formule de Spinoza, donc au XVIIe siècle, en Hollande. Spinoza écrivait, et l'idée au fond est la même, le désir est l'essence même de l'homme. Le désir est l'essence même de l'homme, de la femme, de l'être humain, de l'homme au sens générique du terme. Le désir est l'unique force motrice. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs? Qu'est-ce qui fait courir vos clients? Qu'est-ce qui fait courir vos actionnaires? Qu'est-ce qui fait courir vous-même? Le désir. Le désir est l'unique force motrice. Nous sommes des êtres de désir. Le désir est l'essence même de l'homme. Eh bien ça nous dit quelque chose de très important sur le métier des dirigeants d'entreprise qui sont ici, des cadres dirigeants, les boss. Ça nous dit qu'un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qu'est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Eh bien, des deux côtés, alors inégalement d'un côté ou de l'autre en fonction du métier concret de tel ou tel d'entre vous, mais des deux côtés. Côté client, marketing, côté salarié, management, vous êtes d'abord et avant tout des professionnels du désir de l'autre. C'est peut-être ça la différence entre les boss et les geeks. Les geeks, d'après ce que j'ai compris, c'est des professionnels de l'informatique. Les boss, c'est des professionnels du désir de l'autre. Alors chacun ses goûts, on peut s'intéresser davantage à l'informatique ou davantage au désir. Mais humainement, pour reprendre le thème de votre matinée, ce n'est pas l'informatique, c'est le désir. Le désir est l'essence même de l'homme. C'est pourquoi, pour prendre un exemple, la famille Peugeot, dans sa grande sagesse, dans sa grande expérience,
a embauché il y a maintenant 2 ou 3 ans, je crois, pour diriger le groupe PSA. C'est-à-dire la deuxième fois qu'ils font le coup dans une période récente. Ils ont embauché un nouveau PDG, M. Varin, je crois, qui n'avait jamais de sa vie ni fabriqué ni vendu une automobile. Ils s'en foutent, la famille Peugeot. Ils ne voulaient pas embaucher un mécano. Ils ne voulaient pas embaucher un vendeur de voitures. Ils voulaient embaucher un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise dans l'automobile comme dans l'informatique, ce n'est pas d'abord un professionnel automobile. Ce n'est pas d'abord un professionnel de l'informatique. C'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir des clients, marketing. Professionnel du désir des salariés, management. Travailler humainement, c'est traiter l'autre humainement, c'est-à-dire exactement comme le sujet de ses désirs. Ça vaut aussi pour vous. Et c'est pourquoi ma conclusion, j'ai envie de dire à tous ceux qui sont ici, mais peut-être là encore spécialement aux managers, n'oubliez pas d'être heureux. Parce que le sens du travail, c'est le bonheur. On travaille en gros pour être heureux, bien sûr. Mais donc, n'oubliez pas d'être heureux vous-même. Alors, dans votre vie privée, ça va de soi, mais ça ne me regarde pas. Mais je dirais aussi dans votre vie professionnelle. Parce que vous comprenez bien qu'il est plus facile pour vos collaborateurs et subordonnés de venir travailler dans vos services. S'ils ont le sentiment que le manager lui-même est content d'être là, de faire ce métier-là avec ces gens-là. Bref, s'il est heureux. Plutôt que venir bosser dans une boîte où le manager donne le sentiment qu'il préférerait faire un autre métier ou dans une autre entreprise ou avec d'autres gens. Bref, pour un manager, le bonheur professionnel fait partie des qualités professionnelles. Je vous remercie.